La jeunesse, avenir de notre pays. Celle-ci doit être gaie, libre et saine. C'est pour cela qu'œuvre depuis 50 ans la Fondation suisse Pro Juventute. Depuis 1912, le but de ces activités multiples n'a pas varié. Que nos enfants soient heureux. 1926. Pro Juventute lance son opération Enfants de la Grande Route, à l'instigation du Conseil fédéral. Ce sont des centaines et des centaines d'enfants arrachés à leur famille. Nous avons décidé de vaincre le mal du nomadisme à sa racine, chez les enfants, par des mesures éducatives et systématiques. Pendant près de 50 ans, l'institution Pro Juventute va mener en toute impunité une guerre totale contre des nomades, des Yéniches, qui sont pourtant tous de nationalité suisse. Une opération anti-nomade qui va durer jusqu'en 1973. Charlotte est née il y a 50 ans dans une roulotte de parents Yéniches. Elle a été arrachée à sa mère à l'âge de 2 ans sur ordre de Pro Juventute. Quand ma mère était enceinte de moi, la Pro Juventute l'a mis en prison à Bellechasse. Jusqu'à 1 mois avant la naissance, ensuite ils l'ont mis dans une pouponnière dans le canton de Obald. Et 1 mois après ma naissance, ils y ont coupé le lait pour la remettre le plus vite possible en prison. D'ailleurs, ils ont fait la même chose déjà 3 ans auparavant avec mon frère. Lettre de la mère de Charlotte à Pro Juventute. Quelle est donc cette histoire? Ne suis-je pas la mère de la petite Charlotte? N'ai-je pas le droit de savoir où se trouve mon enfant? Je vais continuer de me donner de la peine pour que vous n'ayez pas à vous plaindre de moi. Je veux revoir mon enfant. La petite Charlotte est alors placée dans un orphelinat à Granges, loin de sa mère. C'est à Pâques, en 1941. J'ai reçu d'une fille qui était aussi une pupille de la Pro Juventute, mais qui avait quelques années de plus que moi, un œuf de Pâques. Et la sœur, elle m'a dit, va partager cet œuf de Pâques avec ton frère. Puis je me suis dit, tiens, j'ai un frère. Et puis j'ai demandé, il est où ce frère? Elle m'a accompagné dans la maison des garçons, parce que filles et garçons s'étaient séparés. Et j'ai partagé ses œufs avec mon frère. Et ensuite, je ne l'ai plus vu. Parce que quelques mois après, ils m'ont déplacé. Vous voulez dire que pendant plusieurs années, vous étiez dans cet orphelinat sans savoir que votre frère était là? Oui. Il avait été placé par qui, votre frère? Aussi par la Pro Juventute. La même chose. Vous demandiez où se trouvaient vos parents à cette époque? Je me souviens que j'avais à peu près 6 ans, et puis des autres enfants qui avaient encore un père ou une mère, on les entendait parler de ça. Alors nous, on demandait est-ce qu'on a aussi un papa puis une maman. Et puis les sœurs disaient non, non, tes parents, ils sont morts, ils sont au ciel. Charlotte ne reverra plus sa mère. À 8 ans, elle est mise dans une maison de correction à Saint-Gall. On était tenus très très sévèrement. Il y avait une fille qui me dit, viens une fois au grenier, je te montre quelque chose. Et il y avait un tableau de Hitler, peint à la main en couleur. Et elle me dit, mets-toi comme ça, mets-toi à droite, à gauche. Tu verras, ce type-là, il te regarde tout le temps, puis c'était vraiment comme ça. Et plus tard, j'ai appris que ce tableau, il était à la salle à manger, puis je pense qu'après la guerre, ils l'ont monté au grenier. Ça m'est resté. Cette maison de correction était tenue par qui? Par des sœurs d'Ignenbol. D'ailleurs, les mêmes qui tenaient aussi l'orphelinat à Granges. Une année plus tard, en 1949, Charlotte est déplacée dans une autre maison de correction dans le canton d'Argovie. Tout au long de sa jeunesse, elle passera d'une institution à l'autre. Je suis sûre que les parents nous cherchaient. Et comme c'était toujours dans les mêmes maisons qui plaçaient les enfants, si les parents essayaient de nous retrouver et puis que les sœurs disaient ça à Siegfried, on nous déplaçait. Parce qu'on avait peur que vous ayez des contacts avec vos parents? Ah, c'était leur but, c'était complètement de couper. Il fallait plus qu'on voie les parents. À partir des années 30, Pro Juventute met au point une technique sans faille pour repérer, traquer, cataloguer les Yéniches. À la tête de cette opération, un homme, le docteur Alfred Siegfried. À chaque fois, ce collaborateur de Pro Juventute demande un rapport détaillé à la police. En l'occurrence, sur une famille nomade
du nom de Hauser. Sans hésitation, la police cantonale s'exécute. Elle fournit à Pro Juventute toutes les informations sur la famille Hauser. En ce qui concerne la nourriture, il n'y a rien à reprocher. Tous les enfants ont l'air en bonne santé. En tout cas, on ne peut pas parler d'abandon. Malgré ce rapport favorable, la petite Katia Hauser sera arrachée à sa famille à l'âge de 5 ans. Elle sera placée dans une maison de redressement à Menzingen, dans le canton de Zug. In Menzingen, ich bin circa 10,5-jährig und wo unser Vater gestorben. J'étais à Menzingen, j'avais environ 10 ans et demi, lorsque mon père est mort. On nous avait pourtant dit que nous étions orphelins. À la mort de notre père, le docteur Siegfried nous a envoyé des robes noires et des rubans noirs pour les cheveux. Nous avons dû mettre ces robes. Le matin, on nous a alignés dans le corridor. Les garçons devant, les filles derrière. La sœur supérieure s'est alors mise en face de nous et nous a dit « Aujourd'hui, une messe sera lue pour le père des enfants Hauser qui est mort. » Ensuite, nous sommes allés à la chapelle. À la fin de la messe, nous sommes sortis en courant pour nous retrouver. Et nous nous sommes dit que nous voulions demander à la sœur de pouvoir assister à l'enterrement de notre père. Nous sommes allés à son bureau. Nous avons frappé à sa porte. La sœur est sortie et nous avons demandé « Pouvons-nous aller à l'enterrement de notre père ?» Elle nous a regardés, puis elle a dit « Votre père est mort il y a plus de 3 semaines. Vous ne pouvez plus aller à l'enterrement. De toute façon, vous devez être content d'avoir le docteur Siegfried. C'est lui, votre père. » Alfred Siegfried, ancien professeur de collège à Bâle, entre au service de Pro Juventute en 1924. 2 ans plus tard, Pro Juventute charge son collaborateur de devenir le tuteur des enfants yéniches arrachés à leurs parents en accord avec les communes d'origine. C'est le coup d'envoi de l'opération Enfants de la Grande Route. Pro Juventute a cherché lequel parmi ses collaborateurs pourrait assumer ses fonctions et son choix s'est porté sur M. Siegfried, docteur en droit, qui a été chargé de cette action, qu'il a conduit d'une manière tout à fait autonome et aussi longtemps que Pro Juventute n'avait aucune plainte des autorités judiciaires auxquelles M. Siegfried devait faire rapport sur son activité, pas plus que des problèmes financiers, puisque cette action était couverte par des subventions de la Confédération et des cantons, Pro Juventute a laissé M. Siegfried de remplir sa tâche. Le mépris de Siegfried pour les Yéniches n'a d'égal que son goût de l'intrigue et de la répression. Dans son livre, édité en 1964, consacré aux nomades, Alfred Siegfried décrit le Yéniche. Le Yéniche est ivrogne, incapable de s'adapter et peut être considéré généralement comme débile. L'amour de la mère Yéniche pour ses enfants est très primitif, pour ne pas dire animal. Pour récolter des fonds, Pro Juventute publie déjà en 1926 des brochures qui expliquent d'une façon claire les objectifs de l'œuvre de la Grande Route. Mieux, ces brochures sont préfacées par de hautes personnalités du pays. Ces chaudronniers, ces mendiants et pire encore, constituent une tache sombre dans notre pays, si fier de son ordre culturel. Nous pensons qu'il faut combattre le mal du vagabondage à la racine. Signé Heinz Eberlin, président de la Confédération. Katia, toute jeune, se rebelle contre son destin tracé par Pro Juventute. Le docteur Siegfried ordonne alors à la police de venir chercher Katia et de l'emmener dans une maison de correction dans le canton de Saint-Gall. À Altstetten, j'avais entre 14 et 15 ans. Nous étions avec des filles assez difficiles du milieu, des lesbiennes. Nous n'avions pas le droit de parler dans le dortoir, ni pendant le travail.
Nous devions travailler durement. On avait des punitions. Pour nous punir, on nous jetait à l'isolement, où il y avait seulement une banquette et des toilettes. Le matin et le soir, on nous donnait des morceaux de pain trempés dans du café, à midi de la soupe et du pain. Le parcours de Katia est celui de nombreux enfants arrachés à leur famille. Épris de liberté, ces enfants yéniches ne supportaient pas d'être enfermés dans des maisons de redressement. À chaque révolte, Pro Juventute les plaçait dans des institutions de plus en plus dures. On m'a enlevé à ma famille à l'âge de 4 ans et demi. Jusqu'à 17 ans, j'ai été placée dans une dizaine de foyers pour enfants et d'institutions. Klingnau, c'est une maison de correction. Menzingen, autre maison de correction. Heimeli, Ageri, Kurhaus, Burg Rebstein, Oldstätte, Hergiswil, Erziehungsanstalt. Hergiswil, encore une autre maison de correction. Est-ce que j'en ai oublié? Il y avait 10 stations, des institutions et des homes. C'est terrible. On m'a pris toutes mes années de jeunesse. Dès qu'un enfant yéniche posait un problème, Alfred Siegfried menaçait de l'interner dans une maison de correction. Cette lettre est le dernier avertissement. Si tu ne deviens pas plus modeste, comme toute jeune fille doit l'être à ton âge, tu seras puni. J'ai décidé de te placer dans une maison où tu seras surveillé très sévèrement et d'où tu ne pourras pas t'enfuir. Allez, loin, direction Sonnenville, le Mouret. Les valises, les cartons étaient préparés, j'ai même pas vu. Et Siegfried m'a pris à la gare et il m'a amené à Sonnenville, près du Mouret. Mais ça, c'était une maison très, très sévère. J'étais très développé en ce temps déjà. Alors, aux sœurs, ça ne leur plaisait pas. Je devais marcher comme ça, faire presque comme une bosse. Elles nous disaient toujours « baissez les yeux ». Et la nuit, quand on avait froid dans le lit, on se tirait comme ça, un peu les jambes, et puis on se tenait avec les bras, les jambes. Les sœurs, elles avaient déjà des mauvaises pensées. Alors elles venaient, elles nous mettaient les mains comme ça, puis elles nous les attachaient avec une corde. Et puis les filles qui faisaient au lit, ça m'est aussi arrivé de temps à autre encore. On devait aller au réfectoire avec le drap sur la tête pour le sécher, pour bien faire montrer aux autres qu'on avait fait au lit. J'ai énormément souffert. Et surtout, j'ai souffert parce que depuis un certain temps, disons, quand j'avais peut-être 11, 12 ans et comme ça, ils disaient plus que que mes parents étaient morts. Ils nous dessinaient nos parents d'une manière tellement négative qu'on souffrait rien que de savoir j'ai une mauvaise mère, j'ai un mauvais père. Quand les enfants yéniches n'étaient pas mis dans des institutions, Siegfried les plaçait dans des familles de paysans où ils constituaient une main-d'œuvre providentielle et à bon marché. Charlotte est retournée sur les lieux 40 ans plus tard. Ça me fait peur, ça me terrifie. Parce que c'est là que la Pro Juventute m'a placée quand j'avais 10 ans, puis que je suis restée environ un peu plus qu'une année, et puis que le paysan, il a abusé de moi. Et plusieurs années après, la Pro Juventute voulait me remettre ici en vacances. J'ai préféré aller à Fribourg, à Sonnenville, la maison de correction, parce que ici, j'ai trop souffert. Et aujourd'hui, 40 ans plus tard? Ça me fait tellement peur que je voudrais pas faire un pas de plus, tellement... Je voudrais pas voir ces gens-là. Comment vous expliquez cette peur, 40 ans plus tard? Je peux pas dire pourquoi.
Je ne peux pas dire pourquoi, parce qu'ils m'ont fait tellement de mal. Des fois, ils m'enfermaient, même à 5 heures du soir, ils m'enfermaient dans la chambre et puis fermaient les volets. Leurs enfants qui étaient plus petits jouaient, puis moi, je devais, comme punition, aller au lit. Vous pensez que beaucoup de Yéniches placés par Pro Juventute ont vécu ce genre d'expérience? Moi, je crois que oui. Je suis persuadée que c'est comme ça. D'ailleurs, j'ai parlé avec beaucoup de Yéniches, aussi des membres de ma famille que j'ai retrouvés. Ils ont tous été placés dans des familles comme ça. Au centre de Bâle, dans un petit appartement, vit une femme d'origine yéniche qui a vécu un destin proche de celui de Charlotte. À l'âge de 14 ans, Anita est placée sur ordre de Siegfried dans une famille de paysans dans le canton de Soleure. Je me souviens, j'ai dit au revoir à mes camarades. Siegfried m'a expliqué. Maintenant, une nouvelle vie commence pour toi. Il m'a placé dans une famille paysanne à Herpertswil. Là, je devais travailler toute la journée. Le soir, il fermait la porte et cadenassait les volets. Dehors, les enfants jouaient. Quelques rayons de soleil pénétraient encore dans la chambre. Les enfants demandaient « Où est Anita? Elle ne vient jamais jouer. » La femme alors leur a répondu « Sur ordre de Siegfried, elle n'a pas le droit de jouer avec vous. Elle a mauvais caractère et elle court derrière les garçons, derrière les hommes. » Knaben verrückt, Männer verrückt, Knaben verrückt. La vie d'Anita, c'est une suite de fugues, de maisons de correction, jusqu'au jour où Pro Juventute décide d'utiliser les grands moyens. Un jour, Siegfried est venu et il nous a dit « Voilà, nous allons faire un voyage. » Nous n'avions aucune idée de la destination. Nous sommes allés à Berne. De là, nous avons pris un train. Il était rouge, pour Morat. Ensuite, nous sommes arrivés à Sugier. Un camion nous attendait. Nous nous sommes roulés par terre. Nous ne voulions pas monter. À Berne, déjà 2 hommes nous avaient rejoints. Probablement, ils avaient l'idée que nous allions faire des difficultés quand nous verrions cette prison, avec des barreaux. Cela me semble clair aujourd'hui. À l'époque, je n'avais pas compris. Puis la gardienne, Anna, est venue à la porte et s'est écriée « Mon Dieu, que faites-vous avec ces enfants? Ce sont des enfants, ils n'ont pas encore pu commettre de délit. » Siegfried a alors expliqué au directeur Grey « Ce n'est que pour très peu de temps, jusqu'à ce que je trouve une place pour chacune de ces filles. » Et combien de temps vous êtes resté en fait à Bellechasse, tout compris? En tout, j'ai passé 5 ans à Bellechasse. Est-ce qu'il y a eu des jugements de tribunaux? Est-ce que vous avez des papiers qui expliquent pourquoi vous étiez à Bellechasse? On n'a jamais pu me montrer un quelconque document contre moi, parce que je n'ai jamais été devant un tribunal. La toute dernière fois, j'ai demandé au directeur de Bellechasse « Pourquoi suis-je ici ?» Il m'a répondu, le directeur, « Anita, je ne sais pas. Il n'y a aucun dossier sur vous ici. » Et quand vous demandiez à Siegfried même, Siegfried disait « J'attends car j'ai le temps. Toi aussi, tu as le temps d'attendre. »
J'étais dans un galetas, entassé avec 30 femmes. Il y avait des prostituées, des criminels, peut-être aussi d'autres pauvres que la commune avait enfermés, du Valais, de partout. L'atmosphère était parfois très tendue. Il y avait toujours une certaine jalousie parmi les femmes. Il y avait d'autres jeunes femmes de Proyuvantute. De Siegfried. De Siegfried. Alice. Marie Meer. Ida Nobel. Therese Meer. Clara Hauser. Bon, les autres, je les ai oubliés. Et cette Benny Gruber, qui est restée 10 ans en prison. Le docteur Siegfried, collaborateur privilégié de Proyuvantute, se fait nommer tuteur de plus de 300 enfants yéniches. Il détient un pouvoir absolu sur ses pupilles. Arrachés à leurs parents démunis, ces enfants yéniches devront subir les décisions d'Alfred Siegfried sans aucun moyen de recours. Un vide juridique qui a permis à l'époque à Proyuvantute de mettre des adolescents dans les prisons. Ce mécanisme était le fruit de la situation législative de cette période. Et aucune autorité, ni fédérale ni cantonale, ne contrôlait le pouvoir de ces personnes parce que la législation ne donnait aucun pouvoir de contrôle. Et il y avait des autorités de tutelle dans beaucoup de cantons qui avaient le pouvoir de ordonner l'internement de centaines de personnes, mineures ou majeures, sans aucun contrôle judiciaire. Sur ordre du tuteur de Proyuvantute, Katia subira le même sort qu'Anita. Lettre de Proyuvantute à la police de Zurich. Nous vous confirmons notre ordre téléphonique d'aller chercher ce matin même la jeune Katia Hauser sur son lieu de travail et de l'amener à la prison de Bellechasse. Je suis arrivée à Bellechasse sans savoir pourquoi. J'ai dû marcher un quart d'heure jusqu'à ce que j'arrive dans cette prison, avec ma petite valise à la main. Le grand portail s'est ouvert et on m'a déposé là. La collaboratrice de Proyuvantute, Madame Reust, m'a dit « Voilà, Katia, maintenant tu ne pourras plus fuguer. » J'étais dans cette prison. On m'a mis dans une cellule où je n'ai rien mangé ni bu pendant 3 ou 4 jours. Je suis sortie de Bellechasse et j'étais conduite à Twanberg par un nouveau collaborateur de Proyuvantute. Là-haut, j'ai dormi une nuit et pendant cette nuit, ce collaborateur m'a violée. Il m'a ensuite promis qu'il me chercherait un bon travail et que j'irais mieux. Ce collaborateur de Proyuvantute, a-t-on appris 2 ans plus tard, avait abusé sexuellement de plusieurs autres pupilles. C'est à cause de ciel et là seulement voilà, on ne la croit pas, mais un jour ça va éclater. C'est la vérité. Alors comme elle en a assez de pleurer, de toutes ses forces elle se met à crier. Mais puisque je vous dis que je suis pas folle, vous m'entendez? Je suis pas folle, je suis pas folle, je suis pas folle. Et à chaque fois il y a les blouses blanches, encore et toujours les blouses blanches. Elles lui disent non, vous n'êtes pas folle. Les enfants, les parents récalcitrants, étaient placés dans des prisons. Mais la Proyuvantute avait recours comme moyen de répression ultime à l'internement psychiatrique. Mariella Mère, écrivain yéniche. Voici le docteur Fontana, Bénédicte Fontana, directeur de la clinique Waldhaus, encore à l'heure actuelle. Au moins la moitié de ma famille a passé des mois dans la clinique Waldhaus,
pour la seule raison qu'ils étaient Yéniches et que Pro Juventute voulait les empêcher de vivre en Yéniche. Ici, on leur a fait des électrochocs. On les a traités au neuroleptique. On les a lobotomisés. Ici, on a pris la responsabilité de les stériliser. Les femmes, en premier lieu. Dans cette clinique, on a détruit toute ma famille. Cela signifie que la Pro Juventute utilisait la psychiatrie. Oui, bien sûr. La psychiatrie, les asiles psychiatriques étaient la dernière station quand on n'avait pas obtenu de résultats avec la prison, les maisons de correction ou les placements dans des familles paysannes. La psychiatrie était en fait très appropriée, car depuis les années 20, elle avait contribué à l'eugénisme, c'est-à-dire à la destruction des êtres soi-disant inférieurs, pas seulement en Allemagne, mais également en Suisse. Ce document prouve que certains médecins préconisaient la stérilisation forcée de mères yéniches. Ce document date de 1944 et provient de la Polyclinique universitaire de Zurich. En accord avec l'ancien tuteur, le docteur Siegfried, secrétaire de la Pro Juventute, nous nous voyons obligés de vous faire connaître les mesures envisagées à l'encontre de mademoiselle M. Cette jeune fille est débile, moralement faible, idiote et dévergondée. Actuellement, elle est enceinte de 2 mois et il n'y a aucun motif juridique valable pour interrompre cette grossesse. Cliniquement, nous devons proposer la stérilisation de la patiente tout de suite après son accouchement. Pour présenter l'œuvre des enfants de la Grande Route, le collaborateur de Pro Juventute se référait systématiquement à ses maîtres à penser. Joseph Jörger, ancien directeur de la clinique psychiatrique de Coire. Il préconisait la destruction génétique et culturelle des Yéniches. Robert Ritter, psychologue suisse, qui a créé le centre de recherche nazi sur l'hygiène des races et établira un recensement systématique des nomades. Recensement qui servira à exterminer les populations nomades sous le Troisième Reich. Rudolf Waltisbühl, juriste suisse qui préconise l'enlèvement des enfants yéniches dans une perspective de pureté de la race et encourage la stérilisation forcée des nomades. C'est seulement en 1972, à la mort d'Alfred Siegfried, que Pro Juventute met un terme à l'action Enfants de la Grande Route. Alfred Siegfried était un charismatique de l'amour. C'est pour cela qu'il s'est occupé des enfants en général, et plus particulièrement des enfants de la Grande Route. Il était convaincu que la vie de ces vagabonds a amené les enfants à un état d'abandon psychique et physique. Il voulait les réinsérer socialement. En 10 ans, à partir de 1926, il y a bien réussi. Il a utilisé la Pro Juventute comme un instrument qui lui a permis de concrétiser ses idées et de parvenir à ses objectifs. Comment Pro Juventute a-t-elle pu agir impunément sans qu'il y ait le moindre mouvement de protestation? C'est que Pro Juventute est une véritable institution dans notre pays. Parmi ses membres, le commandant de corps Ulrich Wille, qui a dirigé Pro Juventute pendant près de 45 ans. Un commandant qui a entretenu des contacts personnels avec Hitler. Autre personnalité, membre de Pro Juventute, le conseiller fédéral vaudois Pilegola, favorable au nouvel ordre européen préconisé par l'Allemagne nazie. En fait, le conseil de fondation de Pro Juventute a toujours symbolisé le gratin politique et économique du pays. Tout au long de l'histoire de Pro Juventute, on découvre une succession d'avocats, d'hommes d'affaires, de directeurs, d'autorités ecclésiastiques, de conseillers fédéraux, de banquiers, tels que la famille genevoise Hensch. Aujourd'hui, c'est Leonard Hensch qui assume la vice-présidence de la fondation Pro Juventute et qui doit répondre de cette sombre page d'histoire. Rien de ce que je dis là ne doit être compris comme une mise en cause des regrets qui ont été
exprimées par mes collègues suisses alémaniques à l'égard des Yéniches, ni des excuses qui ont été officiellement formulées par la Fondation. Je les endosse absolument. Donc vous reconnaissez la culpabilité de la Fondation Pro Juventute dans cette affaire, vous-même en tant que vice-président? Je ne reconnais pas de culpabilité, ça n'a pas été établi historiquement. Les faits tels que je les rapporte ne sont pas ceux qui ont été mis en avant dans une large mesure par la presse notamment, mais nous attendons le jugement de l'histoire qui n'est pas actuellement rendu. Faut-il vraiment attendre un rapport historique alors que les témoignages des victimes affluent? Pendant près de 50 ans, Pro Juventute a constitué sur les enfants yéniches des dossiers, des milliers de pages qui s'accumulent dans les caves de Pro Juventute à Zurich. Jusqu'au jour, en 1979, où Werner Stauffacher devient le secrétaire général de Pro Juventute. Très vite, il est confronté au problème des dossiers. Beaucoup de Yéniches se sont adressés à moi, par téléphone, par lettre, ou sont venus me voir. Ils m'ont raconté des histoires incroyables. J'ai alors bien réfléchi si cela pouvait être vrai ou pas, et j'ai demandé s'il y avait des dossiers concernant cette affaire. On m'a d'abord dit que les dossiers n'étaient pas accessibles, qu'ils étaient retenus sous clé, dans un safe. Cela m'a bien entendu fâché. Ma fonction de chef de Pro Juventute me donnait le droit de voir tous ces dossiers. J'ai poursuivi mes recherches et finalement j'ai découvert qu'il y avait bel et bien des dossiers qui avaient été enfermés. C'est un collaborateur de Pro Juventute qui me les a montrés. C'était une énorme quantité de documents, cachés dans une cave. Il y avait des milliers de documents soigneusement empilés. J'ai commencé à lire dans ces dossiers. Je venais tôt, à 5 heures du matin ou alors tard, dans la nuit. Au début, je n'arrivais pas à comprendre. Je ne voyais pas l'ensemble. Mais par la suite, je réalisais qu'il y avait des cris de souffrance terribles qui émanaient de ces dossiers. Il s'en dégageait, comment dire, une odeur macabre, une odeur de mort. J'ai constaté que l'on avait placé et déplacé ces enfants. On les transbahutait de famille en institution, d'institution en prison, dans l'unique but d'empêcher le contact avec les vraies familles, leur mère, leur père. Les enfants écrivaient des lettres, mais ces lettres n'arrivaient jamais. Parce que Pro Juventute, c'est-à-dire les collaborateurs responsables de l'époque, les interceptaient. Aujourd'hui, les dossiers de l'œuvre de la Grande Route de Pro Juventute ont été déposés aux archives fédérales à Berne. Néanmoins, chaque yéniche, comme Mariella Mère, victime de l'œuvre des enfants de la Grande Route, peut obtenir sur demande son dossier personnel. C'est 47 kilos de dossiers sur les soi-disant défauts de ma famille. 47 kilos, comment vous réagissez face à cette montagne de documents? Ben, il faut dire que j'ai beaucoup lu et recherché sur le même problème en Allemagne pendant la guerre, le national-socialisme, et ça me rappelle tout à fait au dossier que les nazis ont fait sur les tziganes, sur les asociaux en Allemagne, qui ont été brûlés après. Moralement, c'est difficile de se plonger dans ces dossiers? Oui, c'est assez difficile parce que c'est quand même une grande partie de mon histoire personnelle et de ma famille, de mes parents, de mes tantes et oncles et tout ça. Et ça fait peur aussi de voir tout ça parce que
on est assez vite prête de croire tous ces mensonges qui sont dans ces dossiers écrits. Tous les Yéniches, des voleurs et des menteurs. Mes parents, des vauriens, ivrognes, filles de rue, vagabonds. Pour moi et mon frère, des dévergondés, débiles, anormal. Voilà comment la Pro Juventud nous traitait. Je ne peux pas continuer à lire ça. Mais quand même, malgré tout, grâce à ces dossiers, je vis un grand bonheur. Mon vrai père. Face à ce bonheur, Charlotte se souvient aussi que pendant très longtemps, les sœurs religieuses et la Pro Juventute lui avaient expliqué qu'elle était orpheline et que son père était un vaurien. Mais Charlotte, à 50 ans, qu'est-ce que ça fait que de découvrir son père à 50 ans? Pour moi, c'est le 8e miracle. Et surtout de trouver un père comme ça. C'est formidable. Je ne peux pas le décrire, je ne sais pas. Surtout, comment faire pour rattraper ces années. 50 ans de perdu qu'on nous a volé. Tout le temps qu'on nous a volé. Falsifier l'identité. Diese Akten verbrenne ich aus lauter Wut. Je brûle ces dossiers par colère. J'ai une telle colère dans le ventre contre Pro Juventute. Et puis, je voudrais pas que ces dossiers passent dans des mains étrangères ou qu'ils soient lus par les descendants de ma famille. Pour moi, c'est un crime. C'est un crime. On nous a volé notre enfance, notre identité, l'affection que les parents auraient pu nous donner. Et pour moi, je les rends même responsables de la mort de mon frère, qui lui, il n'a pas supporté cette triste vie. Il s'est suicidé à l'âge de 23 ans. Et plusieurs années avant, il avertissait par lettre, ça je l'ai lu dans les dossiers, il avertissait la Pro Juventute et il avait dit bientôt j'irai dans le noir et je me pendrai car je me sens si seul. Ça j'ai lu cette lettre dans les dossiers. Et qu'a fait Pro Juventute? Ils n'ont rien fait. Ils n'ont même pas répondu à cette lettre. L'opération des enfants de la Grande Route constitue une page sombre de l'histoire de notre pays. Certes, les Yéniches ont été sédentarisés pour la plupart, mais à quel prix? Les méthodes employées, les souffrances, perceptibles encore aujourd'hui, ont totalement disqualifié cette action. À cause de Pro Juventute, les Yéniches sont encore à la recherche de leur passé, de leur identité, de leur famille.